Autre graphique que je vous mets à l'écran, que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce graphique justement un petit peu de la détention des actions, du marché actions américain, qui donc au passage fait 60 trillions, bien moins que le marché des obligations. Mais l'idée ici, c'est un petit peu la répartition. Et dans le temps, je dirais, c'est la répartition de cette répartition. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement parlant, avant le sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait l'essentiel des actions qui étaient détenues par des individualités. Alors je rappelle, hein, c'est une retraite par capitalisation aux US, à défaut, alors en ce moment on est dans la réforme des retraites en France, etc. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'avoir le débat si il y a 30-40 ans, on avait mis en place une retraite par capitalisation. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais toujours est-il que voilà, aux US, donc ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une montée en puissance, d'une part, des investisseurs étrangers, et on voit, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que la montée en puissance de ces investisseurs étrangers se fait réellement à partir des années 2000 et surtout à partir des années 2010. Concrètement, c'est aussi à partir des années 2010, si vous voulez, que vous avez le quantitative easing, que vous avez la force du dollar par rapport aux autres monnaies, et que vous vous retrouvez donc en étant européen, en étant japonais, en étant dans d'autres pays, également dans un monde où vous avez une baisse des taux qui va favoriser les valeurs de croissance, et l'essentiel des valeurs de croissance, des valeurs technologiques, sont aux US, surtout celles avec potentiel. Et donc en fait, vous avez quelque chose qui s'est auto-alimenté, c'est qu'au fur et à mesure, ces valeurs-là ont performé, et pour performer, vous avez été obligé d'aller aux États-Unis pour récupérer une partie de cette performance-là par rapport à vos concurrents. Et c'est ce qui a renforcé quelque part jusqu'au Covid, jusqu'aux sorties du Covid, une concentration sur la dernière décennie dans les valeurs technologiques de croissance d'une part. Et quand vous regardez la performance des valeurs technologiques françaises, Téléperformance par exemple, ça n'avait pas à rougir par rapport à la performance de valeurs US, mais bon, aux US, vous aviez la quintessence quelque part. Donc c'est de là dont sont nées également la suprématie des GAFAM à partir des années 2010, des différents quantitative easing, donc de cette baisse des taux et du fait qu'on favorise les valeurs de croissance. Éventuellement, si on rentre réellement dans un cycle inflation linéaire, on va refavoriser normalement un cycle de valeurs beaucoup plus cycliques, que ce soit des financières, que ce soit des valeurs plus industrielles. Et les marchés européens peuvent retrouver de la surperformance comme ils en avaient eu entre 2002, 2003 et 2007, juste avant la crise des subprimes. On était là aussi dans un cycle qui refavorisait les valeurs cycliques. Donc ça, voilà, c'est un premier point ici que je trouve intéressant, c'est bien de voir un petit peu comment le marché américain a assis sa suprématie, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout récemment, hein, c'est sur les 10 dernières années. Et quand vous achetez un tracker monde, eh ben vous vous retrouvez avec 60-65% finalement de S&P 500 à l'intérieur. Et le S&P 500 se retrouve avec 20% juste de valeurs GAFAM. Donc vous avez 4 valeurs technologiques qui représentent 20% de votre S&P et 60% de votre tracker monde qui est représenté par ce S&P, donc essentiellement par 4 valeurs. Donc vous vous rendez bien compte que le marché finalement n'est plus du tout diversifié et que vous avez l'impression en achetant un tracker monde d'être diversifié, mais en fait vous êtes concentré. Alors bien évidemment, au fur et à mesure où on va avoir les rotations, les trucs à droite à gauche, les pondérations vont changer dans le temps et on va peut-être retrouver une diversification, mais vous avez un laps de temps, si vous voulez, où vous avez une concentration de votre tracker. Quand on parle de tracker, justement, c'est là où je trouve ça quelque chose de très intéressant, c'est qu'à partir des années 50-60, ce que l'on voit surtout ronger et rogner quelque part la part que détenaient les individus, c'est les fonds de pension pour investir dans sa retraite, mais on va également avoir tout ce qui va être fonds actifs, donc avec des gérants qui vont être actifs. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit que ces fonds actifs augmentent surtout en part à partir globalement des années 90 et ils rognent surtout une part des fonds de pension. Donc où on va décider quelque part d'investir soi-même pour essayer d'aller chercher la surperformance par rapport à ce que pourrait faire un fonds de pension, etc. Ce qui est important également, c'est de voir en gros à partir des années 2000, même si ça date de bien avant, les ETF trackers, quelque chose de très passif, et donc les fonds passifs également, prendre petit à petit de l'essor. Alors ce qui est très important à comprendre, c'est que si vous regardez aujourd'hui, on a la majorité des encours qui rentrent sur le marché action vont sur de l'ETF. Donc c'est-à-dire que l'ETF aujourd'hui attire plus d'argent que l'argent qui va aller chercher des gestionnaires de fonds actifs. Donc petit à petit, la part d'ETF grossit
et rogne sur la partie de gestion active. Mais la partie de gestion active est toujours plus importante en part que la partie ETF. Mais si vous cumulez les gestionnaires passifs et les ETF, vous vous retrouvez à peu près à la même part. Et alors là, c'est très intéressant si vous voulez, parce que premièrement, on sait très bien que les gestionnaires actifs, la majorité d'entre eux, ne font pas mieux que le marché. D'où la logique de se dire je fais de l'investissement passif. Mais ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que l'une des raisons premières pour laquelle un gestionnaire ne fait pas mieux que le marché, ça va être pour des raisons de frais, plus tard d'impôts. C'est essentiellement les frais qui vont venir rogner la performance. Parce que vous avez des frais d'entrée, vous avez des frais de sortie, vous avez des frais de surperformance quand il arrive à surperformer. Et surtout, ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est que vous pouvez très bien avoir un gérant qui surperforme le marché pendant plusieurs années d'affilée, et puis il aura une ou deux ou trois mauvaises années qui feront que dans l'ensemble, finalement, il ne fait pas mieux que le marché. Avant de juger les gérants, si vous voulez, vous êtes obligé de juger sur une longue période de temps. On ne peut pas juger un gérant qui surperforme sur 3 ans et dire qu'il est exceptionnel, c'est trop peu. Et donc on a cet essor aujourd'hui de tout ce qui va être tracker, qui peut générer une problématique aussi, c'est qu'à un moment donné le tracker il est bête et méchant, c'est qu'il achète au même niveau de pondération les actions qui sont comprises dans l'indice, et donc il va continuer de surpondérer ce qui est déjà surpondéré, et donc lui permettre de surperformer, et comme ça surperforme, la pondération va augmenter et donc les nouveaux flux vont venir accentuer ça. Ce qui fait que petit à petit, on va accentuer la concentration des indices dans une poignée d'actions et la concentration des actifs et de l'argent dans une poignée d'actions. Ce qui peut créer à un moment donné un système de portes de sortie de secours qui sont trop petites, de la volatilité. Et là aussi, on est bête et méchant. On va vendre au prorata. L'ETF va vendre tout au prorata des pondérations dans l'indice sans discernement sur ce qui finalement est pas cher ou pas. Et c'est là où les gestionnaires actifs, dans ces moments de marché-là, peuvent venir chercher la surperformance par rapport à des gestionnaires passifs. C'est qu'une question globalement de profil et d'horizon de placement pour faire le choix. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on fait dire que les ETF encourent ce risque-là, c'est vrai, mais il faut le relativiser par rapport à la part toujours croissante des ETF mais qui reste, comme vous le voyez, réduite quand même par rapport à tout le reste. De la même manière qu'on a beaucoup, comme les ETF, si vous voulez, sont régis par des émetteurs, ils se retrouvent à avoir 4-5% de certaines sociétés, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont peur que justement les ETF prennent le pouvoir sur les entreprises à un moment donné, mais quelque part, si vous voulez, l'ETF, c'est la somme de tous les investisseurs en leur sein. Et même si l'ETF en question a 5% d'une société, c'est pas BlackRock par exemple qui a 5% de la société. Il l'a au travers d'un ETF qui est détenu par énormément d'individus. Donc il ne va pas prendre de pouvoir sur la société. Et aujourd'hui, voilà, c'est 5%. Ça ne représente pas des majorités. Et je dirais les émetteurs n'ont pas vocation à venir challenger les entreprises et à leur dicter comment elles devraient faire leur business. On n'est pas aujourd'hui dans de la gestion active que l'on peut retrouver dans des hedge funds ou dans des fonds de pension où là, on peut prendre éventuellement des parts majoritaires et commencer à avoir un siège au conseil d'administration et à dicter un petit peu sa loi. Les ETF, à l'état actuel des choses, si vous voulez, c'est pas ce qui est voulu. Surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on se retrouve avec une part de fonds de gestion passifs de plus en plus importante. Et alors là, c'est très intéressant parce que du coup, ils achètent des trackers en passif, mais ils vous font quand même payer des frais. On en est, et c'est là où je trouve que c'est très important, c'est de bien retenir la psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, malgré qu'on ait énormément donc, de trackers qui sont, pour la majorité d'entre eux, avec des frais qui sont très bas et qui permettent, certes, de ne pas surperformer le marché, mais globalement, si on a une stratégie un petit peu long terme, de pouvoir au minimum profiter de la tendance haussière du marché boursier si elle continue à long terme, parce que ça aussi, c'est pas une certitude, c'est pas parce que ça a été le cas ces 50 ou ces 100 dernières années pour des raisons démographiques, des raisons d'augmentation de la productivité, pour des raisons de baisse des taux, etc., que ça sera le cas dans les 20, 30, 40 prochaines années, pour les mêmes raisons, mais qui sont éventuellement inverses. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que vous avez toujours énormément de personnes qui acceptent de payer des frais pour finalement une surperformance qui n'est pas, premièrement, très nette,
ou n'est pas garanti. Et en fait, ça pousse la même difficulté que quand vous devez choisir des actions. C'est que vous devez choisir vos gestionnaires de fonds. Et là, même chose. C'est compliqué de choisir chaque fois le bon gestionnaire de fonds qui va rapporter la meilleure performance. Donc vous êtes obligé en fait d'avoir un portefeuille, de la même manière que vous avez un portefeuille diversifié d'actions, vous êtes obligé d'avoir un portefeuille diversifié de fonds de gestion parce que d'année en année, si vous voulez, vous ne pouvez pas prétendre que vous allez choisir à chaque fois le meilleur gestionnaire qui va surperformer. Alors la plupart des gens restent avec la même gestion, mais vous rentrez dans la malédiction du gérant, c'est-à-dire qu'il est choisi par la majorité des flux quand il a déjà eu plusieurs années de succès, donc de surperformance. Mais du coup, quand il reçoit énormément de flux, il ne peut plus mettre en place la stratégie qui a fait son succès auparavant et il devient lui-même finalement un panier de valeurs et donc un tracker et il va répliquer le marché. Ça, c'est la malédiction qu'il faut bien comprendre. Donc pour contrecarrer cela, il y a un certain nombre de fonds qui vont limiter à un moment donné les entrées et ne vont plus accepter d'encours pour se donner les moyens de continuer à faire la même stratégie. Du coup, ces encours-là, ces nouveaux encours-là qui vont aller vers d'autres fonds qui sont moins performants. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec quand même toujours un marché avec le marketing, avec un certain nombre de choses, qui va plébisciter les gestionnaires actifs qui vont facturer énormément de frais, qui sur une année après année, ça n'a pas l'air très important, mais si vous prenez sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça handicape grandement votre performance. Donc voilà, vous voyez d'un simple graphique, ici, on est capable de voir historiquement un certain nombre de choses et d'extrapoler aussi. Voilà, j'espère que c'était intéressant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également sur vos réseaux sociaux, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut les graphes!